Accord. Accord. Corps. Corps à corps. Et pour ce corps à corps, je suis très heureuse de recevoir Jean-Baptiste Rivoire. Bonjour Jean-Baptiste Rivoire. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes fondateur de Off Investigation. Alors avant d'aller sur cette enquête qui m'a beaucoup intéressée et je pense qu'il va beaucoup intéresser nos auditeurs, Macron l'Américain, la France livrée aux GAFAM, je voudrais que vous nous présentiez un petit peu Off Investigation. En 2 mots, moi j'ai passé 15-20 ans à la télévision, à l'agence CAPA, puis à Canal+. Et quand, à partir de 2015, l'arrivée de l'actionnaire Vincent Bolloré a pas vraiment aidé l'investigation, on va dire, j'ai fini par partir. Voilà, j'ai fini par partir en 2021 et ayant un peu expérimenté France Télévisions et n'étant pas totalement naïf sur la liberté éditoriale de l'audiovisuel public, j'ai pensé que c'était mieux de faire directement appel aux citoyens pour leur proposer de participer au financement d'un média indépendant qui ferait de l'investigation audiovisuelle. Alors c'est cher, on essaie de la faire beaucoup moins cher que la télé, parce que c'est la population qui paye, mais en fait c'est possible. Et le verrouillage du système informationnel est tel qu'en fait il y a des marges de manœuvre pour faire de l'enquête audiovisuelle sur le web aujourd'hui, je pense. Oui, alors on va reparler un tout petit peu du modèle. Et en effet, on avait diffusé plusieurs extraits de vos passages dans la commission d'enquête sur le renouvellement des TNT, où notamment vous revenez sur cette question. Je crois que c'est le renouvellement des TNT. Enfin, vous revenez sur la question Bolloré et votre sort là-bas, et puis plus généralement sur l'enquête, non seulement dans le groupe Canal+, mais pas que. Et comme vous l'expliquez très bien, vous êtes assez lucide sur le fait que même dans les grands médias publics et subventionnés, eh bien, il n'est pas toujours facile de faire une enquête telle qu'on la souhaite. Et donc, vous avez décidé de monter Off Investigation, une démarche qui nous touche beaucoup, puisqu'on est à peu près dans la même démarche d'indépendance. Alors, je voudrais, juste avant d'aller sur l'enquête elle-même, comment fonctionne Off Investigation en termes c'est de l'abonnement, c'est du don? Alors, on cherche un peu notre modèle. En fait, pour l'instant, on est hybride. C'est-à-dire que, à l'origine, on lance des campagnes de dons pour financer du documentaire. Donc, première année, 2021, on lève 220 000 €. On fabrique une petite dizaine de documentaires d'investigation sur le pouvoir, sur Macron, et les pouvoirs économiques. Et puis après, pour être reconnu comme un site d'information par les autorités françaises et avoir donc des avantages fiscaux, on est obligé de faire de l'écrit. Et donc, on a lancé une partie écrite du site qui, elle, est en paywall, un peu comme Mediapart, et qui fonctionne sur abonnement. Donc, on est beaucoup plus petit que nos concurrents, beaucoup plus modeste, mais on a des articles réservés aux abonnés. Donc, des gens s'abonnent pour lire les articles. On a environ 2500 abonnés. Et puis, d'autres gens participent à nos campagnes de dons pour les documentaires. Les docs, c'est plus cher, donc on fait vraiment deux canaux de financement différents et les deux fonctionnent correctement pour l'instant. D'accord. Et donc, Macron l'Américain, la France livrée aux GAFAM, vous avez une partie écrite qui est finalement le résumé de votre enquête vidéo, qui est aujourd'hui en ligne, c'est ça, pour tous? Oui, c'est ça, c'est un documentaire de Gauthier Mesnier qui est en ligne pour les abonnés de Off depuis 15 jours et qui va être mis en accès libre sur YouTube vendredi à 20h30. On fait toujours comme ça maintenant, c'est-à-dire que nos documentaires, c'est 5-6 mois de boulot, c'est un gros travail. On les donne en priorité quand même aux abonnés pendant quelques semaines et puis après on les met en accès libre sur YouTube pour que l'ensemble des citoyens de ce pays, voire du monde entier, puissent le voir. Puisque YouTube, ça peut être vu du monde entier. Oui, c'est quand même vraiment intéressant. C'est-à-dire que vous privilégiez vos abonnés, évidemment, mais finalement, votre objectif, c'est quand même aussi que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Et alors, parlons du fond, puisque cette enquête est quand même, je pense, fondamentale. Et j'appelle vraiment tous ceux qui nous écoutent à la regarder. On a tous suivi l'affaire des Uber Files, et puis ensuite Microsoft, on en avait déjà parlé nous ici, Amazon. Mais quand on rassemble toutes ces informations telles que cela a été fait dans cette enquête, c'est vraiment révélateur. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? Évidemment, un Emmanuel Macron, d'abord, avant même d'être président, qui va puiser dans les réseaux américains, GMF, Bilderberg, les Young Leaders, évidemment. Et puis, progressivement, au fur et à mesure qu'il prenne du pouvoir et qu'il devienne ministre, puis ensuite président, il va servir directement les intérêts de ces GAFAM au détriment du modèle social français. C'est ce que vous expliquez très bien. Et on commence donc par l'affaire Uber. Je le rappelle, les responsables
responsables d'Uber qui donc tentaient de développer leur modèle, le début de l'ubérisation en France, hein, eh bien, se heurtaient à cette époque au modèle français et notamment à une loi qui était censée protéger les taxis, la loi Thévenoud. Eh bien, Emmanuel Macron a tenté d'améliorer ou même complètement d'arranger la situation. Je vous propose d'écouter le premier extrait d'Off Investigation. Pendant près d'1 heure, ils vont négocier en direct dans le bureau du ministre qui domine la scène. Quand ils ressortent, le lobbyiste Mark McGahn envoie des textos ravis à ses équipes. En un mot, spectaculaire, du jamais vu. Meeting méga top avec Emmanuel Macron ce matin. La France nous aime après tout. Beaucoup de boulot à venir, mais on va bientôt danser. Même enthousiasme du côté d'Astrid Panosyan, conseillère du ministre. Le soir même, elle envoie ce mail à Pierre-Dimitri Coty. Pierre, transmettez nos remerciements à Travis Kalanick. Comme évoqué, nous serions intéressés par une note de synthèse qui résumerait vos attentes en matière de réglementation. Et dites-nous comment nous pourrions prochainement concrétiser un événement avec Emmanuel Macron, ce qui pourrait offrir une image positive. Rassurés par la bienveillance d'Emmanuel Macron, les responsables d'Uber décident de ne pas respecter la loi Thévenoud. Ils implantent Uber Pop un peu partout en France, comme pour passer en force. On entend donc ici quand même l'équipe. Donc je rappelle, une réunion secrète entre l'équipe d'Emmanuel Macron et les responsables d'Uber. Et donc tout le monde en sort ravi. Et l'équipe d'Emmanuel Macron qui demande comment on pourrait organiser un événement positif pour donner une bonne image d'Uber. Et tellement positif que finalement Uber se sent les mains libres pour pouvoir lancer Uber Pop. C'est quand même, quand on le revoit, Jean-Baptiste Rivoire, c'est quand même... on tombe des nues. Oui, c'est assez surréaliste ce que montre le doc de Gauthier Mestier. Quand on rassemble tous les éléments du puzzle d'un coup, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'on se demande au bout d'un moment si ce président a conscience qu'en fait, il est censé représenter une population, un pays, la France, les intérêts des gens qui y vivent, des citoyens, ou si tout simplement, en fait, il pense qu'il est un VRP de grands groupes économiques internationaux. Bon, en l'occurrence ici américains, qui en plus, là où ça pose problème, c'est qu'évidemment, moi, j'ai rien contre Uber, c'est très pratique, mais il se trouve que en France, en principe, il y a un petit peu de couverture sociale en cas de maladie, il y a quelque chose qui s'appelle la retraite, etc. Et que le système Uber, finalement, renvoie les employés dans leur corde pour qu'ils se débrouillent tout seuls pour tous ces trucs-là. Donc, c'est quand même un énorme problème de précarisation. Et Emmanuel Macron a embrassé cette espèce de cause avec une espèce d'enthousiasme sidérant, comme si, finalement, il n'était absolument pas conscient des conséquences que ça pouvait avoir sur la population de ce pays et sur la paupérisation des gens. Donc, tout ça, pourquoi ? Parce que Uber gagne beaucoup d'argent dans cette histoire, ou en tout cas, essaye d'en gagner beaucoup. Microsoft... N'en parlons pas. Amazon, qui a implanté des immenses entrepôts partout en France, ils en ont fait un hub européen incroyable. Ça détruit le petit commerce, donc ça fait gagner beaucoup d'argent à Jeff Bezos d'Amazon. Mais dans cette histoire, la question, c'est qu'est-ce que les Français ont à y gagner ? Rien. On se fait piller quand même, globalement. Oui, on se fait complètement piller. On va reparler, mais restons un petit peu sur Uber. Et puis Philippe Schreck, qui est ancien vice-président de la commission d'enquête sur les Uber Files, va pouvoir intervenir également. Mais deuxième extrait, toujours sur les Uber Files. Deuxième extrait de Off Investigation, où là, on comprend un petit peu mieux justement pourquoi il sert les intérêts de Uber. Regardez ça. Devant les députés, l'ex-lobbyiste d'Uber, Mark McGahn, va confirmer que grâce à Emmanuel Macron, Uber a piétiné les lois françaises durant des années. Je vous parle d'une expérience. Le fait qu'on a pu avoir, par le biais de Google, de l'énergie, des potes, etc., un accès direct à l'hôtel des ministres à Bercy et maintenir cet accès malgré le fait que nous étions, mais sans le moindre doute, dans l'illégalité totale et permanente en France par rapport à la loi sur les transports, par rapport à la fiscalité, par rapport à l'URSSAF, par rapport à la DGCCRF, c'était peut-être peu orthodoxe. Devant des députés embarrassés, l'ancien lobbyiste d'Uber va révéler avoir personnellement contribué à financer la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Je pense que comme beaucoup à l'époque, on était vraiment porté par les promesses et la fraîcheur, le dynamisme, non seulement du candidat, mais aussi de son projet. J'avais le droit de
tout d'abord de contribuer à hauteur de 7 500 € par personne par année fiscale. Donc je l'ai fait en 2016, en 2017, sur mes fonds propres. Je n'étais pas du tout ni un co-créateur, ni un cofondateur de La République En Marche. Mais il est vrai que j'ai donné un coup de main pour surtout les Français de l'étranger qui avaient réussi à San Francisco, à Londres, etc., pour les pousser à contribuer. Mais on voit bien qu'il y a eu cette contrepartie. Voilà, il s'agit donc, et on l'entend ici dans la parole de la députée, qu'il s'agit d'une contrepartie. En tout cas, il y a eu contrepartie, ou au moins il y a eu aide ou volonté d'aider cette campagne d'Emmanuel Macron. Donc ici, je rappelle pour ceux qui ont raté un peu cet extrait, Mark McGann, qui est l'ancien dirigeant de Uber en France, révèle directement dans cette commission d'enquête que nous sommes dans l'illégalité, enfin qu'ils étaient dans l'illégalité totale, permanente en France par rapport à la loi, par rapport à la fiscalité, par rapport à l'URSSAF, par rapport à la DGCCRF. Et il le dit ouvertement dans cette commission d'enquête. Ça a de quoi étonner également Jean-Baptiste Aurivoire de savoir qu'au finalement, Emmanuel Macron ici avait plus ou moins offert un blanc-seing à Uber. Oui, je crois qu'Emmanuel Macron a voulu ouvrir la France à Uber et à un certain nombre de GAFAM américains en piétinant finalement les lois françaises. Alors après, on peut toujours considérer que les lois françaises sont peut-être trop restrictives, qu'il faut tout libéraliser à l'américaine. Enfin, c'est possible, toutes les options politiques sont autorisées. C'est juste que là, il se trouve que les lois, elles existaient. Donc quand elles existent, a priori, c'est pas mal d'essayer de les respecter, surtout quand on dirige un État. Ou alors, on peut proposer de les changer. Mais là, c'est pas ce qu'il a fait. Là, c'est depuis le cœur de l'État, il intrigue en secret pour faciliter la violation de la loi par des GAFAM américains, quoi. Oui, c'est ça. Il n'a pas fait passer une loi de libéralisation sur le sujet au Parlement, comme ça aurait été possible de le faire. Alors, justement, nous sommes avec Philippe Schreck, député RN du Var, ancien vice-président de cette commission d'enquête relative aux révélations sur les Uber Files. Bonjour, monsieur Schreck. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous également sur le sujet. Vous avez peut-être entendu cet extrait de Off Investigation qui revient notamment sur les Uber Files, mais plus généralement sur les accointances d'Emmanuel Macron avec les GAFAM et le fait qu'ils servent les intérêts des Américains. Vous qui avez travaillé sur le sujet, aujourd'hui, on en est où justement de cette commission, enfin du rapport de cette commission d'enquête? Finalement, est-ce que ça fait avancer les choses? Est-ce que on sait que en toute illégalité, Emmanuel Macron a offert ce blanc-seing à Uber? Est-ce que ça a fait pour autant bouger les choses au niveau politique? En vérité, très peu. Il y a des conclusions de la commission d'enquête et du rapport du commission d'enquête qui pointent bien les insuffisances du droit français, et notamment les insuffisances du contrôle des comptes de campagne, puisque la commission des comptes de campagne n'a rien trouvé à dire sur le financement de la campagne 2017 de la présidentielle de monsieur Macron. Si on revient à l'origine, je crois que le nœud du problème est là. Nous sommes en 2016-2017, Macron sait qu'il va être candidat à la présidentielle, il ne dispose pas de financement de parti politique, puisque En Marche est un parti nouveau, qui n'a pas d'antériorité, qui n'a pas accès au financement politique. Donc seul le financement privé, je vais dire d'envergure, va pouvoir pallier et constituer un trésor de guerre, et il n'aura pas de problème de financement, à l'inverse des autres partis, pour qui, et je sais de quoi je parle, c'est toujours un peu difficile. Donc ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'Emmanuel Macron, on peut concevoir qu'il soit pour l'ubérisation, mais va sortir de son périmètre de ministre des Finances pour faire pression à l'époque sur le ministre de l'Intérieur, puisque, rappelez-vous, le préfet des Bouches-du-Rhône avait interdit UberX par arrêté. 24 heures après, cet arrêté va, suite à des textos entre Macron et McGahn, cet arrêté va exploser en plein vol. Il va y avoir des interventions auprès du ministère de... Pardon, attendez, on s'arrête 30 secondes sur ce sujet, parce qu'en effet, d'ailleurs, il s'agissait de Laurent Nunez, si je ne me trompe pas. C'est rappelé dans le documentaire, justement, dans l'enquête de Off Investigation. Et c'est pareil, là, on a l'impression d'être en République bananière. Tout est réglé à coups de texto, de SMS, en dehors du Parlement. Un SMS, justement, pour lever. En effet, il y avait cette interdiction de Uber Pop. Eh bien, ça a été levé par un SMS d'Emmanuel Macron. On se dit que ça ne fonctionne pas normalement ici en France.
Alors, on est à la frontière de la prise illégale d'intérêt. Parallèlement, il y a des actions sur le service des URSSAF pour que les URSSAF cessent toute contrôle et donc cessent toute possibilité de redressement sur les charges sociales dont nous avons tant besoin, sur les activités de certains chauffeurs. Ce qui est choquant, c'est que pendant que cette loi Thévenoud est détricotée, qui permettra l'installation d'Uber, le financement de la campagne se met en place, mais parallèlement, en même temps. Et McGahn, dont vous avez fait montrer les essais, des extraits, McGahn organise les tours de table avec les Français de l'étranger à San Francisco, à Londres, avec le président d'Euronext, dans le cadre de dîners qui sont des véritables levées de fonds, en même temps, c'est le cas de le dire, en même temps que la législation change à coup de SMS, effectivement. Et n'oublions pas qu'à l'époque, le président de la République, François Hollande, et le Premier ministre, qui, si mes souvenirs son nom était Emmanuel Valls, étaient contre cette réforme d'Uber. Oui. Ils étaient contre. Donc Macron l'a fait seul, envers et contre tous, et avec les soutiens, de Uber, avec le pilotage des patrons de Uber. Oui. Nous n'avons pas pu, dans cette commission, entendre le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron à l'époque, qui est M. Lacresse, aujourd'hui député. Nous n'avons pas pu l'entendre, ça nous a été refusé. Je pense qu'on a tué cette commission d'enquête à cet instant. On l'a tuée. Jean-Baptiste Rivoire, est-ce que on entend Daniel Simonet, député LFI, dans votre documentaire, donc parler de contrepartie, considérer que ce deal entre guillemets qui a eu lieu avec Uber dans les couloirs, de manière évidemment non officielle, en tout cas non autorisée, a pu permettre derrière à Emmanuel Macron de financer, enfin de demander au financement ou à la participation de sa campagne électorale. Finalement, j'entends Philippe Schrek qui tient à peu près le même discours. Est-ce que vous aussi, donc au final, dans cette enquête, c'est la conclusion de votre analyse? Alors, je nuancerai parce qu'en fait, ce que raconte Mark McGahn devant l'Assemblée, c'est qu'il a personnellement contribué au financement de la campagne de Macron à l'hauteur de 7 500 € par an. Oui, mais il parle aussi de coups de main pour les étrangers, en fait, de réunion, de récupération de l'argent des Français de l'étranger. Tout à fait. Alors, en fait, il a aidé personnellement. Bon, ce qui est autorisé, c'est des sommes. 7 500 €, c'est pas non plus énorme. Oui. Par ailleurs, effectivement, il reconnaît qu'il a contribué à mobiliser les Français de l'étranger, fortunés, notamment dans le monde anglo-saxon, pour financer la campagne d'Emmanuel Macron. Je rappelle que Macron a par exemple été chercher des fonds à New York en 2016 à l'occasion de dîners de levée de fonds organisés par ce type d'intérêts économiques qui ont intérêt à ce que Macron arrive à la présidence pour qu'ils servent leurs intérêts. Donc oui, il y a une confusion totale en termes de financement de la campagne, de lobbying, d'arrangement de la réglementation pour leur faire plaisir. Enfin, ces gens ont tenté d'acheter l'État français et d'une certaine façon, avec Emmanuel Macron, ils sont parvenus à acheter un haut responsable de l'État français. Enfin, je veux dire, c'est quand même ça qui apparaît. Après, sur le financement de la campagne de Macron, effectivement, son parti était récent. Effectivement, il n'avait pas de trésor de guerre, ça c'est exact. Il a réussi à décrocher en fait des prêts bancaires un peu au dernier moment, importants, de plus de 10 millions d'euros, grâce à un courtier en assurance qui lui a débloqué ses prêts. Donc, courtier en assurance d'ailleurs qui travaille dans un organisme qui contribue aux travaux de l'autoroute A69. Vous voyez que sont larges. Comme tout mais tout ça pour dire que tout ça pour dire qu'effectivement, de puissants intérêts économiques ont aidé Macron à financer sa campagne, et ça pose forcément la question ensuite, pendant le pouvoir politique de Macron, de savoir dans quelle mesure il ne renvoie pas en permanence l'ascenseur. Donc, sur les intérêts américains, clairement, il y a des renvois d'ascenseur quand même très surprenants. Je dois prendre juste un autre exemple encore plus gratiné. Amazon. Oui. À un moment donné en France, des gens se disent qu'il faudrait peut-être arrêter de surartificialiser les sols avec des immenses zones commerciales de centaines de milliers de mètres carrés, etc. Ça fait quand même beaucoup de béton. Et donc, on se dit, on va un peu limiter la taille de ces trucs-là. Macron réussit au dernier moment à ce que ceux qui font du commerce en ligne échappent à cette restriction et que donc Amazon puisse continuer à implanter un peu partout en France des entrepôts de 200 000 mètres carrés absolument gigantesques, qui fait que la France est devenue l'un des endroits où il y a le plus d'immenses entrepôts Amazon. Il faut savoir que c'est un business, le commerce en ligne, qui casse le petit commerce, qui abîme la planète parce que ça pollue. Et en plus, ils avaient une dette fiscale colossale, les gens de chez Jeff Bezos, plusieurs dizaines de millions d'euros. Macron a négocié, on a réduit considérablement ce qu'ils devaient payer aux impôts français. Oui.
Et le pire, c'est que apparemment, d'après ce que disent les députés LFI qui ont travaillé sur cette question, plus de 90% des vendeurs sur Amazon fraudent la TVA. Et ça, c'est une fraude absolument considérable. Et ça, c'est vraiment dégueulasse pour les commerçants qui sont en France, parce que eux, la TVA, par contre, ils la payent, Ah oui. alors que les commerçants sur Amazon, ils la payent pas. Donc, il y a un moment donné, on se demande un petit peu, ce Emmanuel Macron qui va faciliter considérablement le boulot d'Amazon en France jusqu'à donner une légion d'honneur à Jeff Bezos, mais en fait, il travaille pour qui? Enfin, je veux dire, ça finit par poser cette question. Et on se dit, mais enfin, il y a une contrepartie ou quoi? Parce qu'il leur a tellement fait de cadeaux à Amazon. On se dit, mais en quoi ça sert les Français? En fait, ça les dessert profondément. Et donc, il y a un problème de loyauté de ce président. On se demande pour qui il travaille, quoi. Oui, parce que encore une fois, vous l'avez rappelé, la TVA, les impôts, tout ça n'est pas payé par les GAFAM. Amazon, donc vous le rappeliez, c'était en 2021, il y avait cette loi climat qui devait justement donc limiter toutes ces grands entrepôts. Et là, ça c'est dingue, on le voit très bien dans votre enquête. Encore une fois, comme avec Uber, négociation avec Emmanuel Macron et hop, une exemption toute faite juste pour l'e-commerce qui concerne justement Amazon. Et alors, je rappelle juste, je résume, je vulgarise pour que ça paraisse très clair pour tout le monde. À chaque fois, on a une exemption pour les GAFAM. Donc, on a parlé avant d'Uber, là, Amazon, et ensuite, vous parlez de Microsoft un peu plus loin. Et Microsoft, c'est intéressant également dans votre enquête parce que c'est monstrueux, en fait. C'est vraiment... et là, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Faut savoir qu'en fait, donc, l'État a ouvert toutes nos données de santé à Microsoft, qui lui-même hébergé par l'hébergement du Health Data Hub et en gros qui peut être surveillé, vérifié directement par les Américains. Et donc, en fait, ici, on ouvre toutes nos données aux Américains directement, ou en tout cas, ils ont une possibilité d'avoir accès à toutes nos données, et ce sont des données très, très importantes. Jean-Baptiste Rivoire. Je crois qu'il y a une incommensurable naïveté française par rapport aux États-Unis. Alors après, on est tous d'accord. Moi, je pense que les Américains ont contribué à libérer la France en 1944. Je suis plutôt content qu'ils soient venus. Il n'y a pas de souci. Mais de là à se lever dans leurs bras avec un amour et une naïveté sans fin, c'est quand même autre chose. Les Américains, c'est un immense État qui a des immenses intérêts économiques, qui défend très fortement ses intérêts économiques, comme nous, on pourrait le faire d'ailleurs, et qui n'est pas là pour faire de la poésie. Donc, si vous voulez, quand effectivement nos données de santé sont hébergées en lien avec Microsoft, et qu'il faut savoir qu'il y a une loi aux États-Unis qui a prévu récemment qu'en fait, tous les grands groupes américains doivent donner à l'État américain toutes les données qu'ils collectent, y compris à l'extérieur des États-Unis, et ils n'ont pas le choix, ils doivent le faire, et ils doivent le cacher à leurs clients. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, d'avoir un macroniste comme Cédric O, qui vient au Parlement il y a 2 ans expliquer qu'il ne faut pas être complotiste et qu'il n'y a pas de problème, mais je veux dire, on marche sur la tête, quoi. Enfin, comment est-ce qu'on peut imaginer que les autres sont aussi bêtes que nous? C'est pas possible. Donc non, là, il y a un énorme problème sur les données de santé, ça a une valeur considérable, c'est extrêmement intime, et qu'il n'y ait pas une souveraineté sur ça, je ne sais pas, c'est difficile à comprendre, quoi. Alors, sur cette question de souveraineté, évidemment, toutes les données, et la question, en effet, c'est vraiment la question de votre enquête, c'est pour quels intérêts? Parce qu'on voit bien que ça ne sert même pas la France. Enfin, à chaque fois, ça dessert les entreprises françaises, alors que Emmanuel Macron se prétendait, vous le rappelez bien au début, on l'entend, être le chantre de la Startup Nation, mais c'était censé être la Startup française. Et finalement, on a l'impression qu'on sert plutôt d'autres startups que les startups françaises qui, elles, sont asphyxiées aujourd'hui, justement, avec ces concurrences déloyales. Donc, ça pose beaucoup de questions. Et je voudrais vous reposer cette question, Philippe Schreck, concernant cette collusion d'intérêts que vous avez commencé à évoquer tout à l'heure. Finalement, tout ce travail, parce que c'est quand même du travail d'Emmanuel Macron pour servir ici Microsoft, Amazon ou Uber, s'il ne sert pas directement les intérêts des entreprises françaises, est-ce qu'il sert, il sert certainement ces entreprises-là américaines, est-ce qu'il sert au moins Emmanuel Macron? Ça, on a vu qu'il y avait eu quand même une porosité, puisque parallèlement au service de ces intérêts des entreprises, il y avait quand même un financement qui se mettait en place. Ça me met un peu en colère, mais on est sur un problème presque d'ingérence étrangère. N'oublions pas que plusieurs centaines de millions d'euros par an sont déployés au profit de McKinsey, qui est cabinet de conseil de tous les ministères. Donc on est totalement dans l'ingérence. Alors le président de la République, Macron, lui pense que ça sert la France,
parce que c'est sa théorie du ruissellement. En bout de ligne, vous aurez toujours un chauffeur VTC qui va rendir ses fins de mois, hein, ou un consommateur qui sera content d'acheter moins cher ces produits. Voilà, pour lui, c'est le ruissellement. Mais si on revient sur Uber, c'est ce que disait votre interlocuteur, ça continue encore aujourd'hui. Puisque Uber a eu des déboires, puisque la relation entre Uber et ses chauffeurs a été requalifiée en contrat de travail, ce qui met à néant le modèle économique de Uber, puisque ça impose des charges sociales sur les prestations. Et Uber est en train d'obtenir de l'Europe une directive qui créerait un nouveau statut, pas vraiment un contrat de travail, pas vraiment un indépendant. Donc le lobbying continue pour que la réglementation, cette fois-ci au niveau européen, puisque ce qui s'est passé en France, Uber l'a déclenché dans d'autres pays européens, pour qu'au niveau européen, on ait une réglementation sur mesure à la situation d'Uber. Donc on est effectivement dans la satisfaction d'intérêts privés étrangers qui peuvent bénéficier en fin de course à certains Français, mais qui surtout ne bénéficient pas à l'émergence de modèles économiques made in France. Ça, c'est certain, parce que quand les autres grandissent grâce à cela, eh bien, les nôtres ne peuvent s'épanouir. Hein. Et deuxièmement, par les cabinets de conseil, nous sommes quand même dans de l'ingérence étrangère, alors que Emmanuel Macron a fait une commission d'enquête pour justement lutter et appréhender les ingérences étrangères. Enfin, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, en vérité. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une commission d'enquête sur les cabinets de conseil. 1 milliard, le rapport rappelait tout de même, je crois que c'était 1 milliard, je ne me rappelle plus en fait. Peut-être que vous avez une meilleure... Pardon ? 1 milliard, tout confondu. Tout confondu, c'est ça. Mais McKinsey étant le premier, et on découvrait à travers cette enquête portée par Eliane Hassani que, on était quasiment dans la porosité. On ne savait même plus ce qui était produit par McKinsey et ce qui était produit par nos ministères. Parfois, il y avait un véritable mélange des genres avec un partage de travail trop confondu pour qu'on ne puisse pas être inquiet pour nos intérêts français. Et c'est vrai que ça peut porter confusion, en tout cas, ou encore nous faire penser à une ingérence étrangère, cette fois-ci du côté américain, Jean-Baptiste Rivoire. Oui, puis je voudrais dire un mot aussi de toutes ces commissions d'enquête actuellement qui se déroulent au Parlement, qui sont des bonnes choses, hein, parce que certains députés essayent de creuser un sujet, d'en savoir un peu plus, etc. C'est un peu le seul endroit aussi où des puissants intérêts mis en cause sont obligés de venir s'expliquer. Je pense à la commission d'enquête sur la TNT, mais aussi celle sur la 69, etc. Donc, quelque part, c'est un exercice démocratique positif. Après, il ne faut pas non plus avoir trop d'illusions sur ces commissions d'enquête. Hein. On n'est pas, pour le coup, on n'est pas aux États-Unis, hein, où là, ça rigole un peu moins lors des commissions d'enquête. En France, c'est quand même un peu un truc un peu léger, où on peut raconter à peu près n'importe quoi devant les députés sous serment sans qu'il se passe quand même grand-chose. Donc, bon, c'est des choses positives, mais je ne pense pas qu'il faut en attendre trop. Seul, à mon avis, la colère... Oui, c'est ça. Il faudrait derrière au moins une caisse de résonance ou pourquoi pas en tirer des conclusions. Alors qu'aujourd'hui, ça permet d'entendre certaines choses, ce qui est déjà intéressant, mais ça ne va pas plus loin finalement. Pour être simple, nous, par exemple, en investigation, si on va chercher un certain nombre de responsables pour leur demander des comptes, c'est simple, ils ne nous calculent pas, ils ne nous répondent pas, ils ne répondent plus à la presse. Donc la seule façon qu'ils parlent, c'est qu'ils soient obligés de venir entre deux gendarmes devant le Parlement. Donc ils y viennent. Alors après, ils racontent parfois n'importe quoi, donc c'est pas top, mais au moins ils y viennent. Ça fait un peu de transparence et ça permet d'avoir de la matière journalistique. Après, voilà, faut pas rêver. Je pense que seule la colère d'une partie de ce pays contre ces pratiques dégueulasses pourra faire bouger les lignes à un moment donné, et qu'il y a un peu plus d'éthique publique qui s'instaure en France, parce que là, franchement, on atteint quand même des niveaux rarement atteints. En tout cas, merci beaucoup justement pour votre travail, Jean-Baptiste Rivoire. Dieu sait que l'enquête est importante. Il faut absolument soutenir cette enquête, et notamment Off Investigation. Jean-Baptiste Rivoire, est-ce que vous pouvez rappeler peut-être juste le site d'Off Investigation pour tous ceux qui voudraient vous retrouver? Oui, donc le documentaire de Cody Mestier, Macron l'américain, la France livrée aux GAFAM, point d'interrogation, sera en accès libre sur YouTube vendredi à 20h30 sur la chaîne YouTube de Off Investigation, et est déjà disponible pour nos abonnés depuis un mois sur le site off-investigation.fr. Merci beaucoup, merci à vous Philippe Schrey, je rappelle, député Rassemblement National du Var, ancien vice-président de cette commission d'enquête relative aux révélations des Uber Files. Merci beaucoup.